Bienvenue dans ce premier numéro d'OFEM Le Mag, une émission consacrée à l'actualité et au bien-être de la femme. Au sommaire de ce premier numéro, notre chroniqueuse Fatia Khalidou nous présente dans la rubrique Les reportages 3 éléments sur la solidarité féminine, l'entrepreneuriat et le sport féminin. Nous recevons 2 invités sur le plateau. Il s'agit de Madame Oumoukan, activiste sur la cause féminine, et Monsieur Zoubairou Dansoussou, humanitaire, défenseur des droits des femmes et des filles. Nous aborderons avec eux le thème sur la solidarité féminine. Dans la rubrique OFEM Étoile, zoom sur les mendiantes que nous rencontrons sur les grandes artères de Niamey. Notre chroniqueuse santé et bien-être Khadija Jallo nous parle de la grossesse et l'alimentation et la grossesse et le travail avec Dr Diakité Zainabou, gynécologue obstétricienne. Dans la rubrique beauté, nous vous parlons de business du make-up à Niamey, et dans la rubrique mode, Monique Elissé nous parle du look de la femme nigérienne. Comment les femmes entrepreneuses nigériennes utilisent le digital pour booster leur business? C'est le thème que Fatia va aborder dans la rubrique l'entrepreneuse de ce numéro. Bienvenue dans ce premier numéro d'OFEM Le Mag, une émission consacrée à l'actualité et au bien-être de la femme. Nous sommes à Noum Hotel et je suis habillée par Nika Kreya. Le thème de ce premier numéro porte sur la solidarité féminine. Solidarité féminine, réalité ou mythe, les femmes se soutiennent-elles pour avancer ensemble, briser les plafonds de verre, ou préfèrent-elles rester en rang dispersé? Qu'est-ce qui les rassemble et qu'est-ce qui les divise? Voici entre autres des sujets que nous allons aborder tout au long de ce numéro avec notre invitée Oumoukan. Elle est activiste, entrepreneur digital. Mais avant, je vous invite à découvrir la première rubrique de cette émission dénommée Les reportages avec notre belle chroniqueuse Fatia Khalidou. Bonjour Fatia, alors qu'est-ce que tu as pour nous ce mois-ci? Bonjour Mina, bonjour chers téléspectateurs et internautes. Je suis heureuse de vous présenter les reportages de ce mois. Sur le plan social, le groupement Zumunci a attiré notre attention. Il s'agit d'un groupement féminin qui compte presque 800 femmes. Véritable preuve de solidarité féminine, elles se soutiennent financièrement et moralement à travers des rencontres bimensuelles. Le reportage est signé Aminatou Diallo. 784 personnes, dont en majorité des femmes, ont décidé de se serrer les coudes pour avancer ensemble. La solidarité, c'est le maître mot dans ce groupement féminin Zumunci. Notre objectif est d'autonomiser les femmes, parce que les hommes ne nous soutiennent pas comme il se doit. Les femmes souffrent, elles ont beaucoup de soucis et ça les rend malades. Cette solidarité entre nous est le seul moyen de nous en sortir en tant que femmes. Zaman kuna alborai man to kirga ba ni gitersi iga mon ligi yigin bon se babay im ko yigi fonctionnaire ya alors que go bagdada yan ga pour éviter wodi en kulun senir won groupement woni feri irmu so bay gi charga kundin gondin muradon sa alborbatu. Le phénomène des groupements est bien connu à Niamey. On y cultive le sens du partage et du pardon. Grâce à des cotisations mensuelles, les femmes s'entraident, luttent contre la pauvreté et la précarité. Notre groupement a été fondé sur le principe du pardon et de la solidarité. Par exemple, la cotisation d'aujourd'hui tourne autour de 4 millions. Nous allons la partager aux femmes qui sont dans le besoin. Il y a des femmes dont les maisons se sont écroulées, d'autres dont les bailleurs dérangent, d'autres qui n'ont pas à manger.
d'autres qui veulent relancer leur activité. Zumunchi est un groupement parmi tant d'autres à Niamey. Véritable preuve de solidarité féminine, ces groupements contribuent à l'émancipation et à l'autonomisation des femmes. Sur le plan économique, l'entrepreneuriat féminin représente une grande part de l'économie africaine en général et nigérienne en particulier. Même si la plupart des femmes opèrent dans l'informel, sa contribution n'est pas négligeable dans l'économie nationale. Suivez cette analyse de notre consultant Aboubakar Adamou Hamidou. Quel est l'impact de l'entrepreneuriat des femmes sur l'économie d'un pays? La recherche des facteurs explicatifs de la croissance économique est au cœur des réflexions en économie. Dans cette dynamique, il est reconnu que l'entrepreneuriat féminin est une source non négligeable de croissance économique insuffisamment exploitée. En effet, les femmes entrepreneurs créent des emplois pour elles-mêmes et pour d'autres, tout en apportant à la société, du fait de leurs spécificités, des solutions différentes pour la gestion, l'organisation et le traitement des problèmes des entreprises, ainsi que pour la mise à profit d'opportunités économiques. Selon l'étude du Global Entrepreneurship Monitor, édition 2016-2017, 163 millions de femmes dans le monde ont créé une entreprise et 111 millions en dirigent une déjà constituée. Un chiffre en progression de 10% depuis l'édition 2014-2015 et qui se rapproche des taux masculins. Des auteurs comme Brash et Cooper en 2012 sont arrivés à la conclusion que les femmes entrepreneurs peuvent être considérées comme les entrepreneurs à la croissance la plus rapide au monde. Selon la directrice de l'ONG One France, réduire les inégalités de genre, notamment à travers l'entrepreneuriat, c'est augmenter le produit intérieur brut mondial de l'ordre de 28 000 milliards de dollars d'ici 2025. Ainsi, l'entrepreneuriat féminin est devenu un indicateur important du développement mondial. Les femmes entrepreneurs jouent un rôle extrêmement important pour le développement économique d'une nation. Il existe de nombreuses histoires de réussite des femmes entrepreneurs qui ont été discutées dans la littérature économique et toutes ont illustré leur apport à l'économie nationale. Il faut le reconnaître que sans les femmes entrepreneurs, les économies ne pourraient pas atteindre le succès complet et durable. Les femmes peuvent éliminer cette disparité en participant activement aux activités sociales de leur société, en améliorant les compétences dans les gadgets technologiques. En définitive, les femmes entrepreneurs peuvent marquer leur contribution comme un outil important au développement économique, au développement social, au développement durable de l'avenir du monde. Il ressort donc que l'entrepreneuriat féminin a un impact positif sur toutes les économies du monde, y compris les pays développés et en développement. Dans le domaine sportif, le drapeau du Niger a flotté aux Jeux olympiques de Tokyo. Dans la délégation, 3 talentueuses jeunes filles nigériennes nous ont représentés avec fierté. Il s'agit de Tekiat, la taekwondoise, Aminatou Seyni, l'athlète, et la nageuse Rukeya Moussa. Suivez le commentaire de Sharifatou Parezo. Elles sont 3 ambassadrices qui ont représenté et défendu les couleurs du Niger du 23 juillet au 8 août 2021 aux Jeux olympiques d'été de Tokyo 2021 parmi les 7 participants nigériens. Il s'agit de Tekiat Ben Youssef en taekwondo, Amina Seyni en athlétisme et Rukeya Moussa en natation. Ces dernières nous ont présenté des belles prestations et performances sur les pistes, les tatamis et les bassins de Tokyo. Les Jeux se sont passés en huis clos sans la participation du public à cause de la crise sanitaire due au coronavirus. Qui sont nos brillantes prestatrices? Tekiat a montré ses talents de taekwondoïste au Niger et à l'international. Elle est la championne d'Afrique en titre dans sa catégorie depuis quelques mois à Dakar. Elle a rêvé d'une première médaille olympique, mais malheureusement a remporté la 5e place dans sa classe féminine de 57 kg. Ainsi, Tekiat rentre au bercail et se préparera pour Paris 2024. Amina Seyni, l'athlète de 400 et 200 mètres, est aussi de la partie à Tokyo 2021. À ses débuts en 2014, elle courait les 3000 et 5000 mètres. À partir de 2016, elle a commencé à être alignée sur les 800 et les 1500 mètres. Elle a participé à plusieurs rencontres internationales et à des records impressionnants.
mais elle ne pourra pas courir sur sa distance de prédilection, les 400 mètres. Une décision de l'IAA qui lui a exigé des examens spéciaux avant de l'autoriser à s'aligner sur cette distance. Elle a été néanmoins sur les 200 mètres. Malgré tout, l'athlète est restée confiante et espère faire des belles prestations, ce qui fut fait. Il y a à ses côtés la nageuse Rukaya Moussa. Elle a participé pour la 2e fois cette année aux Jeux olympiques. Rompue aux compétitions internationales, elle a participé aux Jeux africains de Maroc, au championnat d'Afrique de Cana en Algérie, au championnat de la zone de Cana au Sénégal, au championnat du monde de natation en Corée du Sud et à plusieurs d'autres championnats. Après Rio de Janeiro en 2016, elle est partie à Tokyo pour une médaille. À la fin des Jeux, les athlètes ont bénéficié des bourses de l'État du Niger, de la solidarité olympique et de la FINA pour se préparer dans les centres d'Allemagne, de France et du Sénégal. Certes, aucune médaille n'a été obtenue, mais les sportives ont présenté des belles prestations et de bonnes qualités avec le dépassement de leurs différents records internationaux. Elles ont donné le meilleur d'elles-mêmes et espèrent remporter des médailles aux Jeux olympiques de Paris 2024. Chers téléspectateurs et internautes, nous sommes à la fin de cette rubrique. Je vous retrouve tout à l'heure dans la Minute de l'entrepreneuse. Merci Fatia. Bienvenue sur le plateau d'OFEM Le Mag. Comme annoncé au début de cette émission, je reçois sur ce plateau Madame Oumou Kane. Bonjour Oumou. Bonjour Annie. Oumou, vous êtes diplômée en communication, activiste sur la cause féminine, entrepreneur digital. Nous sommes heureux de vous recevoir sur ce plateau. Merci, le plaisir est pour moi. Nous sommes ici pour parler de solidarité féminine. C'est le thème de cette émission, de ce numéro, je veux dire. Et dites-nous pour vous, qu'est-ce que la solidarité féminine? Qu'est-ce que c'est la solidarité féminine pour moi? J'aime bien dire déjà, j'ai beaucoup de références religieuses souvent, mais il y a une phrase qui me plaît et qui dit « Chaque homme est le gardien de son frère ». Donc homme au sens humanité en général. Et je l'applique à une échelle un peu plus basse en disant que chaque femme est la gardienne de sa sœur. Donc pour moi, la solidarité féminine, c'est déjà la notion de sororité. Toutes les femmes, indépendamment de leur race, leur religion, leur culture, leurs ethnies, sont des sœurs. Et la solidarité féminine, c'est que chaque fois qu'il y a une opportunité pour une femme la lui offre. Chaque fois qu'une femme est en difficulté ou en insécurité, une femme lui vient en aide. Donc, and so on. Donc, ce sont là pour moi les exemples de ce qu'est la solidarité féminine. C'est juste c'est de l'amour entre les femmes. Quand on aime, on fait tout, on se sacrifie, on donne tout. Et partant de cette définition, est-ce qu'on peut dire que la solidarité entre femmes est une réalité ici au Niger, par exemple? Je ne vais pas utiliser la langue de bois. La solidarité féminine, elle existe au Niger, mais elle n'existe plus telle qu'on aimerait qu'elle soit. J'ai eu l'occasion, lors d'une rencontre justement, notre dernière rencontre, vous et moi d'ailleurs, où une des femmes dans l'assistance avait dit que, et je m'approprie d'ailleurs sa définition, oui, il y a de la solidarité féminine au Niger, mais cette solidarité féminine ne s'applique plus qu'aux événements sociaux. Donc, c'est quelque chose qui est rendu à de l'argent. Tu as un baptême, j'ai un mariage, il y a un décès, on vient, on t'assiste, on est là, on montre qu'on est là. Et là encore même, il faut qu'on voit que j'étais là. Mais c'est tout, il faut qu'on voit que j'ai donné. Et il y a même cette histoire de cahier de Kambouza, ou je ne sais plus comment on appelle ça, de cotisation. Tu as cotisé à ma cérémonie, je cotise à ta cérémonie. Tu n'as pas cotisé à ma cérémonie, je ne cotise pas à ta cérémonie. Donc, ce sont des expressions très pécuniaires de solidarité qu'il y a en ce moment. Mais je trouve que la solidarité telle qu'elle existait avant, on l'a perdue. On l'a perdue. Et comment elle était cette solidarité avant que vous décrivez? Je ne suis plus très jeune, mais je ne suis pas encore vieille. Mais moi, j'ai le souvenir d'une époque où les femmes s'inquiétaient beaucoup pour les femmes, où il n'y avait pas il y avait
le sens encore du secret de l'autre. Parce que l'une des raisons, même l'une des explications de la solidarité perdue, c'est qu'on n'a plus d'empathie, on n'a plus de secret. Les femmes dans les villages avant, jamais elles ne laissaient une autre femme avoir faim. Elles se cotisaient. Le fameux koussoumassa qu'on a là, on essayait d'en faire un couscous et l'envoyer rapidement par-dessus la clôture pour dire prends ça, donne à tes enfants. Ça, c'est quelque chose qui se manifestait avant. Aujourd'hui, c'est tu as faim, ben, tant pis, c'est ton problème. Ce que moi-même, ça ne me suffit pas pour mes enfants et moi. C'est pour ça que je parle de solidarité perdue. Et il y a beaucoup d'autres exemples. Avant, moi je parle à l'époque, même pas encore l'époque de nos mamans, l'époque de nos sœurs aînées qui ont aujourd'hui la quarantaine. À leur époque, encore 40-50 ans, qu'est-ce qui se passe? Quand une était par exemple sur le point d'accoucher, on n'avait pas besoin d'aller appeler les mamans, les grands-mères. On gérait entre nous. On dit, je l'amène rapidement. Parce qu'il y a la notion de elle est devenue ma sœur, parce qu'elle est ma voisine par exemple. Mais ça, aujourd'hui, on ne le fait plus. C'est bon, vous vous débrouillez. Oui, tout à fait. Et Oumou, du coup, quels sont les défis de la solidarité féminine ici au Niger? Les défis, Mina, ils sont énormes. Les défis, c'est de faire comme j'ai fait par exemple, accepter que quand Mina m'appelle parce qu'elle a un plateau, je viens le faire et pas parce que je peux ou dois gagner de l'argent dessus, mais parce que Mina est une femme qui entreprend et je viens apporter mon soutien à Mina qui, à travers son émission, fait des choses pour les femmes. Je viens apporter. Ça, ce sont des défis qu'il faut relever. Des défis qui font que quand une femme entreprend, quand une femme est en train de monter quelque chose, une autre femme doit lui venir en aide. Comme je le disais à l'entame, c'est indépendamment de tout, indépendamment de on est de la même ethnie, on n'est pas de la même ethnie, on a le même cercle d'amis ou pas. Ça, on s'en moque. Ce sont des considérations très, très primaires. La considération, c'est que les femmes, le défi, c'est que les femmes puissent penser global, penser en ensemble, pas penser en entité individuelle, moi. Et c'est pour ça que cette phrase, je pense, de Coubertin, elle est bien, du baron de Coubertin. Seul, on va vite, mais ensemble, on va loin. Et c'est ça le grand défi, que les femmes arrivent à se fédérer enfin pour pouvoir aller loin. On a tellement de potentiel, on est plus que la moitié de l'humanité. Oui. Donc, c'est ça. Merci Oumou. On va continuer cet entretien à la deuxième partie de cette émission. En attendant, restez avec nous. Nous allons poursuivre cette émission avec la rubrique beauté. Ce mois-ci, nous allons parler de make-up, notamment du business du make-up. Pour ce faire, Sharifa Parizeau est allée à la rencontre de ces make-up artistes pour découvrir leur travail, comment le make-up leur rapporte de l'argent et qu'est-ce que les femmes mettent comme somme dans le make-up pour s'embellir. Je vous invite à suivre. Le make-up est de nos jours une activité génératrice de revenus exercée par beaucoup de femmes et jeunes filles à Niamey. Ayant leur propre salon de beauté ou non, les services de make-up artistes sont très demandés. Alors que certaines d'entre elles ont suivi des formations, d'autres non. En regardant les vidéos sur YouTube, les internets, tout ça là, c'est en fonction de ça j'ai eu une idée de comment on fait le maquillage. Le budget que les femmes utilisent dans le make-up est colossal. Véritable effet de mode, les cérémonies de mariage et de baptême sont les occasions privilégiées auxquelles les femmes dépensent dans le make-up. Les prix pour un maquillage varient entre 5 000 et 60 000 francs CFA, ce qui constitue une bonne affaire pour les make-up artistes. Je maquille pas mal de clientes les week-ends, une dizaine, une vingtaine, voilà. Et pour marier, c'est à 35 000. Oui, quand elle vient ici, quand je déplace, c'est à 60 000. Voilà. Un maquillage normal, c'est-à-dire pour une personne qui veut assister à une cérémonie comme ça, c'est à 18 000. Maintenant 3 ans, le business du make-up est devenu très florissant. Les salons de beauté poussent comme des champignons dans la capitale. De plus en plus, des femmes passionnées se lancent dans cette activité qui a des beaux jours devant elles.
Alors, on ne peut pas parler de beauté sans parler de mode. Et justement, ici au Niger, nous avons voulu savoir qu'est-ce que la femme nigérienne porte, qu'est-ce qu'elle aime porter. Est-ce qu'elle est plutôt tendance ou bien classique? Nous allons le découvrir tout de suite avec Monique Elissé, créatrice de la marque nigérienne Nika Créa. Il y a la culture qui impacte. Je ne dirais pas la religion, mais je dirais plutôt que c'est culturel. Souvent, quand la personne rentre dans ma boutique, elle voit un truc qui lui plaît bien. Et quand elle modifie l'œuvre, ça devient toujours un vêtement manche longue et ça traîne en bas. Donc, beaucoup de femmes nigériennes ont ce truc en commun. Ou même au niveau du cou, ils ont l'habitude de modifier. Donc, voilà, surtout les dames. Elle fait partie de ma cible, cette Nigérienne. Mais quand elle vient, elle peut habiller sa fille sans modifier le vêtement de sa fille. Mais pour elle, par contre, elle modifie toujours. Vous les rencontrez sur toutes les grandes artères de la capitale. Ces femmes qui mendient, d'où est-ce qu'elles viennent, comment est-ce qu'elles sont arrivées, qu'est-ce qu'elles viennent chercher. Nous nous sommes intéressés à elles et elles sont les étoiles de ce numéro. J'ai vendu mon lit et mes affaires au marché de Matamei pour acheter le billet à destination de Niamey. Il y a des informations qui disent qu'à Niamey, la vie est plus facile. Alors que dans nos contrées, il n'y a nulle part où on peut gagner une vie décente et s'occuper de sa famille. Il y a quelques années, vous ne nous voyez pas dans votre ville. C'est la pauvreté qui nous amène ici. Ce sont les femmes qui sont venues en premier qui nous ont dit du bien de cette ville. Oui, nous arrivons à avoir un minimum et lorsque nos enfants partent mendier, ils amènent à manger. Lorsque nous cherchons du travail, la lessive ou le nettoyage, ils nous proposent un prix journalier de 700 voire 1000 francs CFA, ce qui n'est pas suffisant pour nourrir nos enfants et nous, à fortiori, envoyer de l'argent à nos proches qui sont restés au village. En plus de cela, la charge de travail est vraiment trop importante par rapport au prix proposé. La mendicité, par la grâce de Dieu, nous rapporte 1000 à 1250 francs par jour. Avec ça, nous arrivons à nous nourrir et à nourrir nos enfants, mais pas assez pour envoyer de l'argent à la famille. Le plus important pour nous est de nous mettre, nous et nos enfants, à l'abri du besoin. Puisque l'État ne fait pas grand-chose pour nous sortir de cette situation. S'il le faisait, on n'en serait pas là. Ni l'agriculture ni l'élevage ne rapportent. Que nos hommes se lèvent pour nous nourrir, mais ils préfèrent s'asseoir sans activité. Et ils prennent plusieurs femmes sans avoir les moyens de les entretenir. Dans notre village, les récoltes ne sont pas bonnes et nous sommes nombreux.
ya bar kamawa. Kana da gona ɗaya ina kake da akwai. Ai ba ka tare da akwai. Nous dormons à l'air libre et sous le pont. Dan abin da ya sa muke kwana a gada. Kafin garin Niamey. Babu gidajen baki wanda in bako ya zo ko mace ko namiji. Dans tout Niamey, il n'y a pas de maison qui accueille les étrangers. Alors nous nous retrouvons à la rue, sous les ponts. To da ke babu mun je mu shiga. Ai dole za mu kama titi. Yanda Allah ya yi da mu. Personne ne m'a proposé un travail. Les femmes disent qu'elles ne peuvent pas prendre comme domestique une femme qui a l'âge de leur mère. Vous voyez donc que mendier est mon dernier recours. Si nous les laissons à la maison, qui va s'en occuper? Moi, personnellement, je n'ai ni père ni mère, ni personne. C'est le cas de mon mari. Les jours difficiles, nous ne dépassons pas 250 francs par jour. Nous dormons la faim au ventre. Parfois, ce sont nos enfants qui partent mendier dans les maisons pour apporter de quoi manger. Dieu nous facilite l'argent du billet. Nous ne passerons pas une semaine dans cette ville. Nous allons rentrer préparer la saison pluvieuse. Qu'est-ce qui peut nous retenir si nous gagnons? C'est pourquoi nous sommes venus. Nous sommes de retour sur ce plateau avec notre invitée, Madame Oumou Kane, qui, je rappelle, est activiste et entrepreneur digital. Alors, Oumou, vous êtes très engagée sur la cause féminine. Vous menez d'ailleurs des actions bénévoles dans ce sens. Dernièrement, vous avez organisé avec l'ONG FAD une rencontre que vous avez appelée le face-à-face, auquel j'ai d'ailleurs eu le plaisir de participer. Alors, dites-nous, quels étaient les objectifs de cette rencontre? Les objectifs de cette rencontre. D'abord, moi, je vais parler du titre de la rencontre parce qu'on a dit le face-à-face, la grande rencontre de la solidarité féminine, le face-à-face. C'est un intitulé qui avait beaucoup fait parler, qui avait beaucoup impressionné et c'était choisi à dessein parce que dans cette rencontre, justement, on comptait déjà dans la préparation des travaux, on savait qu'il y aurait plusieurs générations et on a eu la chance lors de cette rencontre d'avoir quasiment 3 générations. La plus âgée devait avoir 92 ans ou 93 ans et la plus jeune 22 ans. Et le face-à-face, on aurait pu dire on se parle en famille. Mais le face-à-face, on aurait pu dire un trilogue, si ça peut se dire, ou un dialogue. Mais le face-à-face était aussi la question de on met tout sur la table. Parce qu'on vit une époque où on se plaint beaucoup. Nos mamies, nos mamans se plaignent de nous nous plaignons d'elles, nous nous plaignons de nos petites sœurs également. Et l'idée, c'était déjà de pouvoir faire un état des lieux. Cette rencontre, son objectif principal, c'était faire un état des lieux en prenant déjà, en faisant un rappel historique, puisqu'il a été divisé en 3 thématiques, en faisant un rappel historique sur déjà les premiers temps, les premiers moments où au Niger, on a commencé à parler de solidarité entre femmes et aussi de féminisme. Évidemment, on ne va pas tourner autour du mot. Et qu'est-ce qui a été fait? Où en sommes-nous aujourd'hui en termes de solidarité, en termes de sororité? Mais cet état des lieux ne pouvait pas rester qu'un état des lieux. Il fallait aussi aller sur les perspectives. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Où est-ce qu'on veut aller ensemble? Et surtout, est-ce qu'on veut aller ensemble? Parce que c'est toujours une question de on veut ou on ne veut pas. Et on sait que dans tous les cas, si on ne veut pas,
La société nous imposera, nos modes de vie actuels nous imposeront en tout cas d'avoir une synergie d'efforts. Donc autant le faire, autant anticiper et le faire de notre plein gré plutôt que ce soit sous le coup de la matraque de la vie. Et du coup, c'était une journée très riche, en tout cas pour moi, qui ai participé à la rencontre. Pour vous, les organisateurs, ou j'allais dire les organisatrices, est-ce que les objectifs ont été atteints? Est-ce que c'était à la hauteur de ce à quoi vous vous attendiez? Déjà, je vais rendre à César ce qui est à César. Cette rencontre est une initiative de l'ONG FAD, Femmes, Action et Développement, et elle est faite sur fonds propres. Donc, ce n'est pas commandité. Ça veut dire qu'en tant que Nigérienne, on savait qu'on avait des choses à se dire sans qu'un bailleur nous impose de les dire. Il est important de le préciser. Et donc, l'ONG FAD a fait un tour d'horizon des personnes d'horizons différents, excusez-moi la répétition, qui pouvaient apporter leur pierre, faire partie du comité d'organisation, dont moi, dont la journaliste Aïchatou Kaka, dont Madame Laoula Aïssata Binta, qui est une femme dans la politique. Donc, le défi, en faisant plusieurs brainstorming, en élaborant les TDR de l'activité, ce n'était pas facile. Parce qu'il fallait voir des choses où on allait ménager des sensibilités, ménager des susceptibilités, mais en allant toujours vers la vérité, en restant focus sur la vérité, sur l'objectif plutôt. Ce fut un succès sur le plan théorique, mais il reste quelque chose à faire pour qu'il soit un succès retentissant à 100%. L'implémentation, l'application pratique de tout ce qui a été fait et dit durant cette journée, parce qu'on a pris des engagements. Les gens ont pris des engagements. L'ONG FAD a pris des engagements. En ma personne, Oumoukane, j'ai pris des engagements. Vous-même, vous avez pris des engagements. Donc, sinon, ça ne restera qu'une énième rencontre. Une des femmes qui se sont rencontrées dans un lieu fastueux, doré, pour parler, mais à la fin, il ne s'est rien passé. C'est à ce moment-là seulement que le challenge aura été relevé et on aura réussi à 100%, on aura atteint à 100% nos objectifs. Pour le moment, on va dire que c'est en téléchargement, on est à 57 ou 58%. Et donc, au cours de cette rencontre, quels étaient les sujets abordés, les grandes lignes? Les grandes lignes étaient, comme je vous l'ai dit tantôt, et ce qui est bien, c'est que vous étiez là, donc vous pourrez toujours me servir de rappel historique. Mais il y avait déjà les leçons apprises donc, à partir de la conférence nationale qui a vu la levée de voix fortes et de grandes dames au Niger. Donc les leçons apprises de ce moment-là, du combat de ces femmes à ce moment-là. Il y avait aussi la question en deuxième thématique, je pense, comment on fait aujourd'hui pour nouer les femmes ensemble. Et la troisième thématique, celle qui a peut-être été celle qui avait le plus d'émotions parce que nos cœurs ont vraiment parlé. Les débats ont été très houleux. Les débats ont été houleux. La dernière partie. Voilà, c'était les conflits inter- et intragénérationnels. Parce que c'est un problème qu'on se pose aujourd'hui. Moi, j'ai quelques années de plus que vous. On reste de la même génération. Mais mes challenges ne sont absolument pas les vôtres. Et mes challenges ne sont pas ceux d'une grande sœur de 45 ans, de 50 ans. Donc, il fallait qu'on en parle parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sous les couverts, il y a beaucoup de messages qui passent, il y a beaucoup de ci, de ça, de plaintes, mais on n'arrive pas à se regarder dans les yeux et se dire, voilà, Hajia ou Tata ou Maman, mes défis ne sont plus tes défis. Tes défis ne sont pas ceux auxquels je fais face aujourd'hui et ceux auxquels j'ai besoin que tu m'aides. Je n'ai pas besoin que tu me juges. En termes de perspective, comment, par exemple, renforcer cette solidarité entre femmes, à faire en sorte que les femmes se soutiennent? Il n'y a pas de secret, en vérité. Il n'y a pas de secret, c'est quoi? C'est, le partage. Il faut savoir mettre dans l'assiette et partager tous ensemble. Maintenant, comment créer cette histoire de partage? C'est peut-être ça le plus difficile. C'est faire en sorte que dans une activité, dans un business, dans une société, dans un environnement, dans un groupe, tout le monde mange. Manger, ça veut dire que tout le monde gagne. Et moi, je ne crois pas en l'égalité dans des activités comme ça, mais l'équité. L'équité, c'est quoi? C'est donner à chacun ce dont il a besoin. Et ce qu'il mérite. Et ce qu'il mérite. L'égalité, c'est donner la même chose à tout le monde.
Aujourd'hui, si on doit aller, je dis n'importe quoi, hein, un exemple banal, mais si on doit aller quelque part et qu'on a besoin d'être vêtu correctement, nos différences de physique même sont telles que j'ai peut-être besoin d'un peu plus de tissu que vous pour me couvrir. Vous avez peut-être besoin de chaussures plus hautes que moi, mais je ne peux pas chausser du 40 et vous chausser du 38 et qu'on vous donne du 40 à porter. Donc que chacune puisse avoir ses besoins satisfaits. C'est important. Il faut que chaque personne, que moi je sache que Mina a besoin de ça pour évoluer. Si je l'ai, je le lui donne. Et que chacune sache qu'elle n'est jamais assez outillée. Oui. On a toujours besoin de l'autre. Merci Oumou. Restez avec nous pour la suite de cet entretien dans la troisième partie. Alors Oumou, nous allons recevoir sur ce plateau notre chroniqueuse bien-être Khadija Jallo. Alors aujourd'hui, elle nous parle de grossesse, n'est-ce pas Khadija? Oui, Aminatou, chers téléspectateurs et internautes, bonjour. Je suis habillée par Nika Kreya. Bienvenue dans votre rubrique Santé et bien-être. Aujourd'hui, pour ce premier numéro, nous recevons Dr Diakité Mamoudou Zainabou. Elle est médecin gynécologue obstétricienne au Centre hospitalier régional de Niamey. Dr Diakité est également maman de 4 enfants. Nous abordons avec elle des sujets importants comme l'alimentation et la grossesse, ainsi que le travail et la grossesse dans le milieu professionnel. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à suivre cet extrait. Comparé aux autres, aux 2 dernières, vraiment, on peut dire que c'est un peu compliqué. Je n'arrive pas à faire mes activités, parce que même la cuisine, avant, c'est moi qui m'occupe de tout. Là, maintenant, je ne le fais pas, peut-être 2 fois par semaine, 1 fois par semaine, presque. Des fois, je ne fais même pas. Même mon petit commerce, j'ai arrêté. J'ai tout arrêté. Parce que j'ai des complications, en fait. J'ai des complications, donc la sage-femme m'a conseillé de rester à la maison, de ne rien faire, que de m'asseoir. Tout ce que je veux, si j'ai quelqu'un qui va m'amener, c'est encore mieux. Au cas où j'ai travaillé, ça serait difficile vraiment. Je ne sais pas comment je vais me prendre, mais oui, ça serait difficile. Parce que là, je pouvais demander vraiment un congé de maternité tôt. Parce que j'ai des complications vraiment. Merci docteur d'avoir accepté notre invitation. Merci Madame Ba Kadiatou Diallo de nous avoir invités sur ce plateau pour débattre avec vous des sujets très pertinents, très intéressants. C'est des sujets d'actualité qui concernent la femme. Nous sommes ravis de vous avoir en tout cas. Merci. Et donc, la grossesse est-elle compatible avec les activités professionnelles ou ménagères, docteur? La compatibilité de la grossesse avec les activités ménagères et professionnelles, je dirais oui, bien sûr. Une femme qui mène une grossesse normale et saine peut travailler jusqu'au déclenchement du travail d'accouchement et toutefois, elle peut arrêter au moment qui lui convient. D'accord. Et le déclenchement du travail arrive quand? Le déclenchement du travail, c'est une chose naturelle. Personne ne peut prévoir quand est-ce que ça va arriver. Le moment opportun, la femme va se trouver en travail. D'accord. Est-ce qu'il y a des activités à proscrire pour une femme enceinte? Oui, bien sûr. Il y a des activités à proscrire pour une femme qui est enceinte. Une femme qui est enceinte ne doit pas avoir des activités éprouvantes. Donc, comme exemple, elle ne doit pas travailler dans un milieu où il y a des produits chimiques tels que les solvants, le rayonnement. Et elle ne doit pas rester en station debout pendant plus de 40 heures par semaine, n'est-ce pas? Oui. Et elle ne doit pas aussi monter plus de 3 étages sans ascenseur. Elle ne doit pas soulever des objets lourds, surtout à partir de la 30e semaine d'aménorrhée. D'accord. Voilà des exemples. Et donc, par exemple, une femme qui travaille dans le domaine de la sécurité, quand elle est en état de famille, quand elle est en grossesse, qu'est-ce qu'elle doit faire? Donc, elle doit respecter les normes, ce qu'on a eu à citer tout à l'heure. Elle ne doit pas rester debout pendant trop longtemps. Elle ne doit pas grimper des escaliers ou des échelles. Elle ne doit pas travailler plus de 40 heures. En tout cas, elle doit par conséquent essayer de s'adapter. D'accord. Pour préserver sa santé. Pour préserver sa santé, mais aussi celui du bébé. D'accord.
Et quelle est la période adaptée pour une femme enceinte qui a envie de prendre un congé de maternité? Avant l'accouchement ou après? La période adaptée pour la femme, oui. C'est vrai, les congés de maternité, c'est pas une obligation, c'est un droit. La femme a droit à prendre ses congés 6 semaines. Dans notre contexte, on les prend 6 semaines avant l'accouchement et elle va continuer jusqu'à 8 semaines après l'accouchement. D'accord. Et pourquoi prendre avant? C'est pour qu'elle puisse se reposer ou? Prendre avant pour qu'elle puisse se reposer, se préparer aussi à l'accouchement. D'accord. On sait qu'il y a une personne importante dans la vie d'une femme quand elle est enceinte, c'est le mari. Quelle est l'importance d'avoir son soutien quand on est enceinte, d'avoir le soutien du mari? Voilà, merci beaucoup. C'est un sujet très intéressant. Parce que beaucoup de maris négligent. Très intéressante, Kadiatou. Oui. Là, vous abordez vraiment une question très importante. La vie en couple. La vie en couple, une femme qui est enceinte a besoin du soutien de son mari du début jusqu'à la fin de la grossesse. Oui. Le mari doit l'aider dans ses tâches ménagères. Le mari doit l'accompagner à ses consultations si dans le temps, bien sûr. Le mari doit l'aider à préparer la chambre du bébé pour celle qui sépare la chambre avec les enfants. Le mari doit l'aider à faire beaucoup d'activités, les marches. Voilà, en résumé. En résumé, le mari est fondamental. Le mari est fondamental et son soutien est très important. Primordial pour la femme. Primordial pour la femme. Parce que là, ça va avoir vraiment un impact positif sur le bien-être de la femme, le déroulement de la grossesse, et ça va créer une relation de confiance entre le bébé et son papa. Oui. Vous l'avez compris, messieurs, j'espère que vous prendrez bonne note. Et on va continuer sur cet autre sujet, docteur, qui est l'alimentation pendant la grossesse. Un sujet important, bien sûr. Quels sont les aliments que doivent consommer une femme enceinte? Merci, Madame Ba. Là aussi, la question est d'actualité, il est de jour. L'alimentation, c'est que la femme doit manger au moment de la grossesse. La femme doit bien s'alimenter. Elle doit manger des aliments qui sont riches et en quantité suffisante. Maintenant, les aliments, comme exemple d'aliments qu'elle doit manger. Quels sont ceux à privilégier, justement? Ceux à privilégier, elle doit manger, l'alimentation doit être complète quand même. Elle doit manger des fruits et légumes. Elle doit manger des aliments qui sont riches en protéines, n'est-ce pas? Oui. Riches en fer et en vitamines et sels minéraux tels que les céréales. Les fruits et légumes, là, c'est varié. Il y en a plusieurs sur le marché. Elle doit manger des œufs, de la viande, qui vont lui apporter du fer en quantité importante, n'est-ce pas? Voilà, il y a aussi les huiles, donc comme les huiles, ce qui est gras, contenant des protéines, des sels minéraux, des vitamines, c'est donc les huiles d'olive, l'huile d'arachide, les œufs, les fruits, tout ce que vous voulez. Généralement, les quantités, parce qu'on sait que par moment, c'est un peu compliqué. Par exemple, pour une femme qui travaille, qui n'a pas beaucoup de temps, elle doit s'alimenter 3 fois par jour ou bien elle peut faire 2 fois. Quelles sont les quantités à respecter? Donc, elle doit manger 3 fois par jour et avoir au moins 2 à 3 collations par jour. Et la collation est faite de boissons. Ça peut être du lait frais, du yaourt, des fruits, quelque chose comme ça. Donc, éviter les sodas aussi, hein? Il faut éviter surtout les boissons alcoolisées, le tabac, et éviter aussi certains produits comme les produits laitiers non pasteurisés, surtout. D'accord. Parce que les produits laitiers pasteurisés, qu'est-ce qu'ils font? Les produits laitiers non pasteurisés, oui. Et elle peut contracter des maladies comme la listériose, la toxoplasmose, beaucoup d'autres infections aussi. On sait que les femmes enceintes ont souvent des envies.
Des envies folles d'ailleurs. Quand ça arrive, on ne peut même pas se contrôler. Est-ce qu'on doit céder ou pas? Voilà, très bonne question. Les envies, ça vous penchez vers l'appétit. Donc l'appétit, c'est vraiment l'envie de manger quelque chose. Même à des heures tardives parfois. Oui, c'est l'envie de manger et il faut faire un peu la nuance avec la faim. Et la faim, elle, qui est le besoin pour l'estomac, donc d'avoir quelque chose, donc pour l'organisme de se nourrir. Donc là, si elle a envie de manger, elle doit manger modérément, contrôler son alimentation, choisir ce qui est bien pour elle, nourrissant pour elle et énergisant pour elle, et éviter les aliments qui peuvent être nuisibles pour son état de santé et pour celui de son bébé. Justement, quel est l'impact d'une mauvaise alimentation pour le fœtus? L'impact d'une mauvaise alimentation pour le fœtus, là, ça peut entraîner, la mauvaise alimentation peut entraîner des infections, et quand il y a infection, ça peut entraîner des fausses couches, des accouchements prématurés. Si la femme ne se nourrit pas bien, elle peut être anémiée, et tout le monde sait que l'anémie n'est pas une bonne chose pour une femme qui est enceinte. Oui. Avec tout son corollaire de complications que ça entraîne chez la femme et son bébé. D'accord. Merci beaucoup, docteur, d'avoir répondu à nos différentes questions. À bientôt pour un autre nouveau numéro dans votre rubrique Santé et Bien-être. Merci. Merci aussi à vous, Madame Ba Kadidiatou Diallo. Merci aussi au magazine OFEM qui nous a invités sur ce plateau pour débattre avec vous de sujets aussi importants et pertinents. Merci, je concernant vous en la prie. femme. Merci. Dans la rubrique La minute de l'entrepreneuse de ce numéro, nous parlons de marketing digital. Oumou, vous qui êtes entrepreneur dans le digital, que pensez-vous de l'utilisation du digital par les femmes entrepreneurs? Je pense qu'avec le digital, surtout pour un pays comme le Niger, le marketing même digital ou l'entrepreneuriat sur le digital, il permet de mettre même le Niger en orbite. De faire voir le Niger, de faire voir les capacités et les talents du Niger. C'est toujours penser global. Donc, penser à qu'est-ce qu'on fait pour le Niger avant de penser à qu'est-ce qu'on gagne pour nous-mêmes. Justement, pour parler du digital, dans le business des femmes, je reçois notre chroniqueuse Miss Digital, Fatia Kalilou. Ma collègue. Elle va nous parler de comment la femme nigérienne utilise le digital dans son business pour le booster. Restez avec nous. Toujours jusqu'au bout. Merci. Aminatou, nous sommes à l'ère du digital. Et les femmes entrepreneurs nigériennes ne sont pas en reste. Elles utilisent de plus en plus le digital pour booster leur business. D'ailleurs, certaines d'entre elles sont devenues entrepreneurs grâce au digital. Avec le phénomène de boutique en ligne, sans devoir gérer des stocks, elles arrivent à vendre leurs produits, mais aussi offrir des services via des groupes WhatsApp, les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram. C'est le cas par exemple d'Oracle Shop, une boutique en ligne disponible sur WhatsApp. La promotrice a plusieurs fournisseurs et arrive à livrer à ses clients à la commande. Nous avons également l'exemple de My Niger Market, dont la promotrice est une femme. Elle a mis en place un supermarché en ligne et livre partout à Niamey. Chers téléspectateurs et internautes, nous sommes à la fin de cette minute consacrée à l'entrepreneuse. Nous vous remercions et nous vous invitons à nous suivre dans nos prochains numéros. Donc, revenons à notre thème sur la solidarité féminine. Comparaison n'est pas raison, mais s'il faut comparer la solidarité entre femmes nigériennes et la solidarité entre les autres femmes dans l'espace francophone, qu'en pensez-vous en fait? Écoutez Mina, moi j'ai eu la chance de beaucoup voyager, que le Niger n'est pas en mauvaise posture. Tous ces pays, en vérité, tous les pays en voie de développement, que ce soit de l'espace francophone, anglophone, mais on va parler de ce qui nous concerne, tous les pays connaissent le même problème. L'ancien tiers-monde, quoi, donc les pays en voie de développement, tous ces pays connaissent le même problème. Qu'on aille au Mali, qu'on aille au Sénégal, au Burkina, on se plaint de la même chose. Mais après, comme vous le disiez, c'est une question de mindset. Ouais.
Là-bas, on a appris à jouer collectif. Nous, ici, on est encore en train de se battre sur des individualités. Il suffit de vous mettre sur les réseaux sociaux, par exemple. Quand vous voyez les communautés s'étriper pour des choses, nous, au Niger, c'est bon. Ah ouais, mais bon, laisse-le Kalsourou, il va se défendre lui-même. Mais les autres communautés, c'est non. On se bat ensemble. On va se tuer. Voilà, on va se tuer, s'étriper. Mais on fait toujours un front commun face aux autres. Et c'est en ça seulement que les autres pays nous dépassent, parce qu'ils affichent une unité de façade. Mais nous, le monde entier sait que Mina et Oumou sont en train de se chamailler pour des histoires de 1 kilo de patates et tout, alors que les autres pays le font, tout le monde, parce que c'est inhérent aussi à l'être humain. Mais il faut savoir montrer un visage soudé et puis résoudre ces questions-là en privé. Donc, pour avoir observé ces gens dans leur intérieur, et peut-être pour aussi avoir moi la chance d'être binationale, je ne sais pas si ça se dit encore, mais d'avoir un pied au Niger, un pied ailleurs, j'observe bien qu'ailleurs aussi, il y a le même problème. D'accord, Oumou. Et en termes de perspective, vraiment, et comment en fait faire en sorte de cultiver cette solidarité entre femmes? En termes de perspective, c'est déjà d'être honnête. D'être honnête pour cultiver cette solidarité-là. Parce que tant qu'on n'est pas honnête, tant qu'on reste dans le faux semblant, en te disant je te soutiens alors que derrière je te détruis, je te démonte, on ne va pas avancer. Tant qu'on ne s'investit pas dans l'affaire d'une autre personne comme si c'était notre propre affaire, tant qu'on ne veut pas du bien pour l'autre, on n'ira nulle part. Moi, je dis qu'on n'a pas besoin de sortir des grandes universités, des grandes écoles du monde. Il y a une université, la meilleure université, qui est l'université de la vie, l'université de la rue, qui apprend aux gens comment il faut faire pour avancer. Il faut que chacun puisse être inquiet pour l'autre. Et ça ramène à tout ce que je vous ai dit lors de votre première question. C'est chaque femme doit être la gardienne d'une autre femme. Chaque femme doit se soucier d'une autre. Que ce soit notre souvenir commun. Ceux qui touchent Mina touchent Oumou. Ceux qui touchent Oumou touchent Chantal. Ceux qui touchent Chantal touchent je ne sais pas, Pilar. Donc, c'est la seule perspective qu'il y a aujourd'hui. C'est qu'on doit se soucier, on doit se rendre compte qu'on n'est pas ennemis. Il ne faut pas que nos moyens de vivre nous rendent ennemis. Aucune de nous n'est l'ennemi de l'autre. Si l'une marche, tout le monde marche. Si l'une ne marche pas, tout le monde s'écroule. Le ciel est grand pour tout le monde. Tout le monde a sa place. Oui, tout à fait. Alors, Oumou, restez avec nous pour recevoir notre deuxième invité. Je ne sais pas, peut-être que vous le connaissez, Zoubeirou Dansoussou. Ah, mais c'est mon grand frère. Je l'attends avec grand plaisir. Alors, Zoubeirou, c'est un philanthrope. Je ne vous apprends rien. Il est avocat des femmes et des jeunes filles nigériennes. Et c'est un plaisir pour nous de le recevoir sur ce plateau. Bonjour Zoubeirou. Bonjour Mina. Bienvenue. Merci, plaisir. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Présentez-vous à nos téléspectateurs et nos internautes. Mon nom c'est Dansoussou Mohamed Zoubeir. Je suis juste, comme j'aime le dire, un homme ordinaire parmi des gens extraordinaires. Je suis nigérien, en fait, je suis aussi activiste qu'elle. J'ai fait des études en relations internationales aux États-Unis et je me suis spécialisé dans la résolution des conflits. Tout à l'heure, en vous présentant, je disais que vous étiez un philanthrope. Vous aimez aider les autres. Et je pense que Oumou et moi, nous pouvons témoigner. Nous vous avons vu à l'œuvre plusieurs fois. Qu'est-ce qui a développé en vous cette sensibilité-là? J'essaye à chaque fois d'être un peu naturel et réaliste. Et franchement, on ne veut pas, on n'aide pas de bon gré. Et on n'aime même pas voir des gens demander de l'aide. C'est très difficile pour moi de vous expliquer pourquoi, mais je le fais de manière naturelle, quoi. Parce que la réalité de mon pays, du Niger, m'oblige à être humanitaire. D'accord, Zoubeirou. Et qu'est-ce
Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer ou bien à soutenir la cause féminine? Moi, depuis mon enfance, j'avais déjà des sœurs qui travaillaient et qui nous faisaient des salaires. Avec mon petit frère, c'est la Katou Maman Dansoussou. Okay. Et chaque semaine, on n'avait pas à tendre la main ailleurs. Mon papa est décédé en 81, moi j'ai grandi, je ne l'ai pas connu. Et je me souviens, j'avais une maman qui elle faisait le commerce. Okay. Elle partait au Nigeria, elle achetait des pagnes à manger. Elle a vendu du cliquet, elle faisait des camions de cliquet, elle les amenait. Ok, ouais, businesswoman. Oui, mais c'est seulement que Nana Benz à la nigérienne. Donc c'est vraiment pour elle et pour vos sœurs que vous êtes engagés sur la cause féminine. Mais bien sûr. En termes d'engagement, quels sont les combats que vous menez sur le terrain? Sur le plan psychologique, qu'elle commence à croire en elle et qu'elle ne se fasse pas de limites. Et surtout pas de limites de famille, pas de limites de société, pas de limites de communauté. Et pour cela, nous partons aussi vers les familles. Les mamans, les papas, et nous leur disons la capacité de leurs filles. On a fait ça à Maradi, on a fait ça à Zander, et c'est en train de marcher. Et pour votre petite information, à moi seul, Inch'Allah, cette année, je vais inscrire, j'ai décidé, c'est un projet personnel. Challenge, maman. Oui, et pour moi, si je ne le fais pas, c'est un échec. J'ai décidé cette année d'inscrire 700 filles à l'école. Et j'ai déjà commencé l'annonce dans les mosquées de mon quartier à Bobiel. Si vous partez, on va vous dire qu'il y a un jeune homme qui vient juste après les prières. Et j'ai dit au père des enfants, donnez-moi l'autorisation, si vous avez des enfants, des filles, je vais venir les chercher, prendre leurs actes de naissance et les inscrire à l'école. S'il y a des filles, comment on appelle? Des frais. Des frais à payer, nous allons les payer. Et justement, Zoubayrou, nous parlons de solidarité féminine dans ce premier numéro. Qu'en pensez-vous? Mais oui, elle est indispensable. Moi, j'en ai parlé avec Aïcha Maki. Je dis, moi, je suis nouveau en fait. C'est ma société, mais je suis encore nouveau dans cette société. Ça fait 3 ans que je suis là. J'essaie de comprendre. J'ai dit ça à Oumou tout à l'heure à la cafétéria. J'ai dit, Oumou, moi, je vais te dire la réalité des choses. Vous êtes des jeunes. Aujourd'hui, j'appelle Oumou, Aïcha Maki, comme étant des jeunes filles leaders. Parce que quand vous allez sur les réseaux sociaux, moi je peux vous tracer les jeunes filles leaders. C'est des leaders d'opinion. C'est des leaders d'opinion, mais qui aujourd'hui, par leur exemple, influence et elles peuvent sortir avec des projets, d'autres idées qui vont faire de sorte que ces jeunes filles leaders-là, qui sont sur les réseaux sociaux ou qui sont un peu partout, qu'elles s'organisent et qu'elles sachent qu'elles ne sont pas en compétition entre elles, mais elles doivent être en compétition avec les réalités de la société. Auxquelles nous sommes toutes confrontées tant que femmes. En tant que femmes. Et ce que nous aussi du côté des hommes de la société, c'est que nous ne comprenons pas. Plus nous rendons les choses difficiles à ces femmes, plus à nous aussi les hommes, la vie devient difficile. Et Zoubayrou, justement, j'allais demander à Oumou, est-ce que Oumou, vous avez une question pour Zoubayrou? Pourquoi je n'ai pas de question pour Zoubayrou plutôt? C'est parce que Zoubayrou et moi, on a évolué sur des cas, ensemble sur des cas très difficiles. La seule chose sur laquelle je veux rebondir et que ce n'est même pas en allant à l'encontre, au contraire, c'est toujours dans le même sens, c'est qu'on n'est pas solidaire par choix. On ne le fait pas de notre plein gré. Et ça, il faut que beaucoup le comprennent. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. C'était vraiment un plaisir de vous avoir reçu. Nous sommes à la fin de ce premier numéro. Ça a été un grand plaisir de vous l'avoir présenté. Merci à toute l'équipe de production et à notre partenaire Noom Hotel. Merci pour votre attention et au plaisir de vous retrouver pour le prochain numéro. À bientôt.